Bien le bonjour, chers parents. Bienvenue dans le 3e épisode de notre série qui concerne les examens cette fois. Rappel, fini la vraie grosse semaine d'examen en juin, place à 2 épreuves de spécialité en mars, à du contrôle continu et au déjà légendaire grand oral, qu'on traitera surtout dans l'épisode suivant. Ici aussi, nous ne manquerons pas de mentionner la sainte parole ministérielle. D'abord, la réforme du baccalauréat, elle était faite pour revaloriser le baccalauréat. Ce qui est en train de se passer, c'est le renforcement du baccalauréat. Rappelons que le grand oral porte sur les 2 enseignements de spécialité, donc normalement 2 points forts de l'élève, 2 domaines que l'élève aime et a choisi. Bon alors déjà, on a vu dans l'épisode 1 et 2 qu'il n'y avait que dans la tête de Jean-Michel Blanquer que le choix des spécialités correspond aux passions de l'élève qui lui seront utiles et où il est forcément doué. Comme si des adolescents étaient des êtres parfaitement rationnels et sûrs de leur choix à 15 ans. Mais il y a plus grave. À la fac, en BTS, en BUT ou en prépa, les années, voire les semestres, se soldent par de grosses semaines d'examen denses avec semaine de révision. Donc, notre bon vieux baccalauréat, qui est une grosse semaine d'examen dense avec semaine de révision. Il est tout à fait adapté. La logique et le bon sens auraient donc voulu qu'on le garde, n'est-ce pas? La réponse est oui, évidemment. Eh ben non. Parce que maintenant, en juin, il n'y a que la philo et le grand oral. Les épreuves des 2 spécialités de terminale se passent en mars, et pas forcément avec une semaine de révision avant. C'est complètement débile, hein. La réponse est oui, évidemment. Et ce, pour plein de raisons. On force les collègues, du coup, à faire du bourrage de crâne à fond les manettes pendant 2 trimestres, ce qui n'est pas de l'éducation. Et ça fout une pression monstre, car si jamais nous, profs, on est absent ne serait-ce qu'une semaine ou 2 dans l'année pour, je sais pas, deuil, maladie ou que sais-je, il est impossible de rattraper le retard d'ici mars, surtout avec des élèves venant de 4 classes différentes et sans créneaux communs. Alors qu'avant, quelques absences, ça pouvait se compenser d'ici le mois de juin. Encore pire si ce sont les élèves qui sont absents. Rattraper 2 fois 6 heures de spécialité très poussée si on a été malade 2 ou 3 semaines, avec le Covid par exemple, c'est arrivé, et il va pas partir le Covid, c'est complètement farfelu dans des délais si courts. Idem si un élève déménage et n'a pas fait le programme dans le même ordre dans son ancien lycée. Encore faut-il qu'on propose son association de spécialité chez nous. En outre, des épreuves en mars et pas en juin, ça laisse un trimestre de moins pour faire des entraînements. Devant tant d'absurdités, vous vous doutez bien que le comité de suivi de la réforme préconise de les repousser, ces épreuves. Mais cette recommandation reste lettre morte. Vous vous demandez sûrement, pourquoi sont-elles si tôt, ces épreuves? Eh bien, tout simplement pour être prise en compte dans l'odieux Parcoursup, le logiciel d'affectation après le bac. Or, ces épreuves ne seront pas communes à tous les élèves de France. Et oui, il y a tellement de spécialités et de combinaisons différentes possibles que, pour faire passer tous les élèves, eh bien, il faudrait bloquer une semaine entière, avec une épreuve à chaque demi-journée. Comme ça, un élève qui fait physique SVT, il compose à ce moment, celui qui fait histoire SVT, il compose là, et celui qui fait physique-histoire, ici. Comme les êtres de lumière au QI invraisemblable à l'origine de cette réforme font la chasse à ceux qui croient être des heures perdues, il a été décidé que les terminales passeraient sur seulement 2 jours. Vous allez me dire, comment on fait pour faire passer tout le monde? Eh bien, pour chaque spécialité, il y aura 2 sujets différents, un pour chaque journée. Comme ça, on peut faire passer tout le monde sur 2 jours, tant les physiques SVT que les histoires SVT, ou que les physiques-histoire. Et c'est le hasard qui vous fait passer sur le sujet 1 ou 2. C'est la seule façon de casser tout le monde en peu de temps. Le problème, c'est qu'après, on va mettre les élèves en concurrence dans Parcoursup, où ces épreuves ont un énorme coefficient, alors qu'ils n'ont pas tous passé les mêmes sujets. Or, les places se jouent parfois à 0,001 près, et il y aura toujours un sujet plus dur que l'autre. Donc, on va avoir des élèves qui vont rater une formation non pas par manque de travail, mais parce que les autres sont tombés sur un sujet plus facile. Devant tant d'injustice et d'inéquité, soyez sûr que les recours seront nombreux. On aura aussi des élèves qui vont se faire recaler de l'orientation de leurs rêves, car ils seront tombés sur un chapitre que le prof a dû faire en vitesse vu les délais. Cette année, ce n'est qu'à la faveur du Covid qu'on a échappé à ça, mais à la base, c'est ce qui était prévu. Alors, pour compenser, on voit déjà arriver gros comme une maison les soi-disant harmonisations magiques, pour augmenter ou baisser les notes des élèves selon d'obscurs calculs. Bon, eh bien je vais vous raconter pourquoi ces harmonisations sont en réalité des trappes à enfermer les lycées dans le résultat. On a essayé de nous le faire faire cette année,
pour le contrôle continu dû au Covid. Et ça donne ça. Sous prétexte qu'un lycée était bon les autres années, on lui augmente ses résultats du contrôle continu. Sauf que du coup, si l'année d'après, il a encore des mauvais résultats, au lieu de se dire qu'il y a peut-être un souci, eh ben on va lui réaugmenter ses notes, puisqu'on se base sur ce qu'on a gonflé artificiellement avant. Et ça peut durer des années comme ça. Donc, si dans la réalité le lycée devient mauvais, ça va être masqué. Mais le pire, c'est pour un lycée qui, grâce au travail de tous, deviendrait meilleur. On pourrait l'harmoniser à la baisse en disant « Tiens, il avait de mauvais résultats avant, donc les profs ont dû surnoter, c'est pas normal. » Et ce d'année en année, puisqu'on va à chaque fois se baser sur des résultats abusivement rabaissés, alors qu'il avait vraiment progressé. Vous vous rendez compte? Et du coup, vous, parents, vous allez entendre que le lycée est mauvais car il surnote, alors que non. Et vous allez être tenté d'inscrire vos enfants ailleurs. Peut-être dans un lycée qui, lui, a ses notes artificiellement gonflées. Vous pensez que j'exagère? Eh bien, on a déjà des exemples cette année. Qu'est-ce que ça aurait donné pour un lycée comme Michelet et Arpajon, qui était le meilleur du coin quand j'y étais élève, coup de bol, qui a ensuite connu une passade difficile dans les années 2010, et qui là est en train de remonter. Et du coup, si ça nous arrive à Timbaud, je rappelle qu'on est déjà sous-coté, parce que dans le bête algorithme de classement des lycées, nos élèves sportifs, qui partent souvent du lycée avant le bac, sont comptés injustement comme des élèves qu'on a fait abandonner. La seule et unique façon de comparer les lycées, c'est de faire une vraie grosse semaine d'examen national et anonyme. Là, on verra qui surnote, qui sous-note, et on pourra surtout se demander pourquoi, et aider les lycées concernés si besoin. Monsieur le ministre vous fait croire que ce sera faisable avec ces calculs à la noix, basés sur très peu d'épreuves, qui, je le rappelle, ne seront pas les mêmes pour tous les élèves. Mais qui y croit? Mais surtout, ce que nous faisons aussi, c'est que nous poussons l'ensemble des établissements à une réflexion plus collective sur l'objectivité de la notation. Par ailleurs, nous serons en mesure de comparer... Comment vous voulez qu'un enseignant sache comment note un collègue à 600 km de chez lui? Bah je sais pas comment on pourrait faire, avec plus de vraies épreuves nationales, anonymes et en fin d'année par exemple, comme avant. Et quand il évoque la possibilité de comparer en conseil de classe. Les sujets dont les professeurs parlent en conseil de classe, c'est des sujets qui sont le moins individuels possible, si vous voulez. On doit avoir une vision entre plusieurs matières sur un élève, on doit discuter de son niveau. On rappellera juste qu'il n'y a plus de classe avec sa réforme, et donc on ne peut pas comparer grand-chose. Surtout que les conseils de classe sont devenus inorganisables, avec parfois plus de 30 profs, dont certains n'ont que 5 élèves. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Et du coup, il me faut parler de la suppression des fameuses E3C, actées très récemment. C'était un des éléments que je réclamais dans mes premières vidéos. Passer à 40% de contrôle continu juste sur les bulletins. Donc je devrais être content. Mais en fait, leur suppression est une fausse bonne nouvelle, et je me suis planté. Parce que autant de contrôle continu sur les bulletins, je l'avais pas vu arriver, mais ça a beaucoup d'effets pervers qui posent beaucoup de soucis. Élèves qui fuient les évaluations, élèves qui trichent, parents qui, avouons-le, viennent parfois contester les notes de façon pas très pertinente, et surtout, ça nous bride dans notre façon de faire les contrôles. On a peur qu'ils soient trop durs. Bref, ça nous pourrit vraiment la vie. Mais ce qui nous horripile surtout, c'est que ça nous transforme en certificateurs de nos propres élèves, alors que nous sommes des formateurs. On ne peut pas être juge et partie. Une analogie couramment employée est la suivante. Quand il y a un match de l'équipe de France, on ne demande pas à Didier Deschamps d'arbitrer le match, il est entraîneur, pas arbitre. Et ben là c'est pareil. Surtout que ça va donner un bac local, ce qui est inadmissible du point de vue de l'égalité des chances, sachant que notre système scolaire est un des rares à aggraver les inégalités au lieu de les réparer. Pourtant, à titre personnel, je reste persuadé que ça aurait quelques vertus un peu de contrôle continu. Par exemple, ça rassure les élèves anxieux qui parfois se plantent sur les grosses échéances, ça entraîne aux supérieurs parce que les facs, les BTS, les BUT font du contrôle continu en plus de leurs grosses semaines d'examen. Et effectivement, ça fait travailler les quelques rares élèves qui parfois ne font rien de l'année et bachotent pour le bac. Toutefois, un tel contrôle continu ne serait profitable qu'avec une vraie semaine de bac national et anonyme, et seulement si son importance est limitée à 20-25%. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des élèves, beaucoup plus qu'on ne le croit, qui mènent une carrière sportive en parallèle, qui connaissent de graves soucis de santé, ou qui ont des situations familiales qui compromettent pendant plusieurs mois leur scolarité. Alors, le ministre est déjà en train de préparer le terrain pour essayer d'utiliser la banque de sujets des E3C, devenue inutile, pour standardiser et formater les évaluations de tous les profs de France, via des pressions hiérarchiques, en instaurant des espèces de sous-chefs locaux, ce qui ne nous plaît pas beaucoup.
Comme si c'était pas un métier déjà assez compliqué. Devrons-nous dire adieu à la liberté pédagogique et aux évaluations peaufinées avec les années d'expérience et adaptées pile poil à nos cours? En tout cas, je peux vous dire que si on me transforme en simple exécutant qui applique docilement des recettes imposées par le haut sans sortir du cadre, vos enfants ils passent pas le même cours de SVT. Sachant qu'évidemment, il existe une façon très simple de nous faire harmoniser nos pratiques, eh bien mettre un vrai bac national et anonyme qui sert d'objectif commun, de juge de paix, de référence et de guide pour tous les profs et les élèves de France. C'est pas moi qui le dis, mais le CNESCO, un organisme sur lequel on reviendra au dernier épisode. D'ailleurs, de plus en plus de pays se mettent à faire des vrais bacs nationaux partout en Europe. Pourquoi faire? Eh bien pour tous les avantages que je viens d'expliquer. Si ça vous rappelle ce que je disais sur la suppression des maths dans l'épisode d'avant, c'est normal. Là aussi, le ministre croit régler un problème, mais il en crée en fait 10 nouveaux. Quoique, c'est encore plus fourbe que ça, puisque monsieur le ministre prétend s'attaquer à quelque chose qui était soi-disant sous le tapis depuis des années. Le fait que dans les lycées défavorisés, on a tendance à surnoter les élèves. C'est justement obliger les établissements à avoir une politique d'évaluation qui soit beaucoup plus objectivée. C'est ce qui va se passer au cours des prochaines années. Par exemple, on pourra comparer les notes qu'un établissement a en contrôle continu et ce qu'obtiennent ses élèves en contrôle général. Et donc on pourra mieux harmoniser en disant « Attendez, là vous surnotez ou là vous sous-notez ». Bon déjà, on pourrait rappeler au ministre que si les moyens humains, matériels et donc financiers étaient mis là où il faut, et si les inégalités sociales étaient réduites en amont, il n'y aurait pas ce problème. Parce qu'il est archi prouvé et documenté que les environnements, les contextes ont une grande influence sur le fait qu'un élève soit plus ou moins scolaire. Donc, les collègues qu'on accuse de laxisme n'ont en réalité pas vraiment d'autre choix pour maintenir les élèves à flot. Et soyez sûrs qu'ils aimeraient ne pas avoir à le faire et sont les premiers à le déplorer. Alors, que peut bien s'imaginer monsieur le ministre dans son esprit supérieurement éclairé? Qu'ils font ça par flemme? Par facilité? Qu'il serait tout à fait possible d'enseigner comme dans les lycées privés d'élite, remplis d'élèves cultivés et formatés pour l'école, dont il est lui-même issu? Que le contexte ne joue pas sur les destins, et que tout est affaire de libre arbitre et de responsabilité personnelle? Tiens, au passage, quand lui ou ses subordonnés se déplacent dans un établissement, faut voir le bazar. Là, dans une REP+, on a bloqué profs et élèves dans les salles, pour ne pas que les responsables soient croisés, et on dépense des milliers d'euros pour mettre des fleurs partout, alors que les ordi sont en rade. Et tant pis si la visite empêche une élève handicapée de venir à l'école. Mais on est où là? On cache la misère, car il faut que ça brille dans la presse. Ce témoignage, en lien en description, comme à chaque fois, est absolument consternant. Mais encore, que dire des lycées favorisés qui se sont mis à faire des doubles notations, une vraie et une gonflée pour Parcoursup? Qu'est-ce que ça montre en réalité? Eh bien, que la politique du ministre a un terrible effet pervers, car elle encourage en fait tout le monde à surnoter. Ça nous est même explicitement demandé, comme dans cet exemple. Interdiction de descendre sous une certaine moyenne. Je vous en mets quelques-unes balancées par les collègues correcteurs du brevet des collèges, qui sont encore plus honteuses. Alors qu'on ne vienne pas me dire que c'est de la faute des profs si le niveau baisse, puisqu'on le dénonce. Et tout ça ne pourrait être qu'aggravé avec du contrôle continu, sans vrai bac national anonyme digne de ce nom. Mais le pire, c'est que monsieur se fait passer pour un héros, alors que le problème est en fait dénoncé depuis longtemps. Je vous laisse avec cette vidéo de début 2019, où un collègue de Seine-Saint-Denis explique bien de quoi il en retourne. Oui, ça atteint les 40%, et ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les recruteurs, parce qu'il faut parler de recruteurs dans le supérieur maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont dire, vous êtes du lycée d'Aulnay-sous-Bois, vous avez été noté par les professeurs d'Aulnay-sous-Bois, donc on sait déjà que vous avez surnoté vos élèves, parce que comme ils sont nuls, soi-disant, bon voilà, on leur met des notes supérieures. Alors que les gens à notes équivalentes, je sais pas où, à Paris, là dans les bons lycées, on va les prendre, même s'ils ont des notes équivalentes, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas été surnotés par le prof. On sait, ça existe déjà pour les classes préparatoires, où nos élèves à 18 de moyenne, ils les prennent pas, parce qu'ils considèrent qu'on les a surnotés. Donc le fait de généraliser le système en faisant carrément le baccalauréat qui lui est noté en contrôle continu, ça va contribuer à une inégalité mais effroyable entre lycées. Ça, nos lycéens, ils l'ont parfaitement compris dès le début. C'est la première chose qu'ils nous disent quand on leur explique la réforme. Ils nous disent mais on va juste être pris nulle part, nous. C'est l'occasion de glisser un petit mot sur Parcoursup. On verra épisode 5, pourquoi et comment il a remplacé l'ancien système APB, que vos grands-enfants ont peut-être connu. Là, nous allons juste pointer ses défauts. Or déjà, à sa création en 2018,
Nous disions que sans hiérarchie des vœux et avec des délais longs, il allait y avoir embouteillage à la sortie. On nous a pas écoutés, et oh surprise, c'est ce qui s'est passé. Les délais ont été changés, mais sans hiérarchisation, ce système engendre attentes insupportables, angoisse et humiliation pour nombre d'élèves. En plus, les concepteurs eux-mêmes disent qu'il faut une hiérarchisation. On a dit aussi qu'il serait impossible pour les facs de lire toutes les lettres de motivation, et c'est effectivement le cas. Vos enfants rédigent ou payent quasiment ces lettres pour rien. Le plus grave selon moi, c'est que les algorithmes de sélection utilisés par les filières post-bac ne sont pas rendus publics. Il est parfaitement possible d'attribuer un malus à certains lycées sans qu'on le sache. Et oui, ce ne sont plus vos enfants qui choisissent les formations, mais les formations qui choisissent vos enfants, qui sont donc mis en concurrence entre eux, mais sans qu'on sache sur quels critères. Un recours a été posé auprès du Conseil constitutionnel qui a acté que ce devait être public, mais rien n'a bougé. Personnellement, ça m'embêterait vraiment que Timbo soit ici aussi sous-coté, alors que nombre de nos élèves réussissent médecine du premier coup, ou sont admis à l'ENS, ou dans d'autres écoles prestigieuses après leur prépa. En tout cas, si concurrence il y a, c'est bien entre M. Blanquer et Mme Vidal au niveau de leur mythomanie respective. Cet article très poussé montre que notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est pas mal non plus côté mensonge. Bref, ce logiciel de sélection est très obscur et comme chaque année, sur les réseaux sociaux, on voit fleurir des témoignages où de très bons élèves sont écœurés, car se sont fait recaler de partout sans qu'on comprenne pourquoi, ce qui nous indigne autant que leur famille. En plus de se faire recaler s'ils ont mal choisi leur spécialité, comme dans les épisodes 1 et 2. Affelnet, le logiciel qui affecte à la fin du collège, a également donné du grand n'importe quoi à Paris cette année. Et attendez de voir la vraie raison de ces scandales dans l'épisode 5. Je ne peux manquer une occasion de pointer les errements du grand copain de M. Blanquer, M. Mathieu, celui qui a conçu la réforme et dont j'ai déjà parlé, puisqu'il recourt à l'argument classique de ceux qui veulent la suppression du bac. Tout se jouait au contrôle continu dans Parcoursup et ça n'a jamais choqué personne. Sauf que, comme tous les lycées de France préparaient au même examen commun, ça ne nous paraissait pas injuste. Par exemple, en première S, j'ai toujours donné des devoirs type bac pour faire gagner du temps à mes collègues en terminale. Et la très large majorité des collègues faisaient pareil, quels que soient les lycées. Donc, ça ne nous choquait pas qu'ils soient comparés, on avait confiance dans nos collègues, qui dans leur très large majorité veulent le meilleur pour leurs élèves. Mais maintenant qu'il n'y a plus ce guide commun, ça va être la foire à la pastèque, et comme l'a montré l'exemple précédent, tout le monde va être tenté de surnoter. Pour illustrer la déconnexion entre les propos hors sol de cet homme et la réalité, voici un extrait où, face à un journaliste qui lui dit justement que le bac est une boussole qui nous aide nationalement à tous maintenir nos exigences, il caricature la situation, puis ne comprend pas pourquoi c'est beaucoup plus simple et égalitaire de le faire nationalement que localement. Mais il vit dans quelle dimension, lui? C'est pas possible. Ensuite, cerise sur le gâteau. Il stipule que rien n'empêche que nous n'évaluions, pas facile à prononcer, en contrôle continu que les chapitres qui nous plaisent, au gré de nos envies et de celles des élèves. Sauf que c'est sa propre réforme qui empêche ça, puisqu'à cause d'elle, c'est la course à l'échalote, et crevette sur la paella, pour filer la métaphore alimentaire, on nous impose les chapitres à traiter avant mars. Sur le terrain, on n'a aucune latitude, encore une fois, c'est raté. Pas de résumé pour cette fois, c'était plus simple de le faire avec l'épisode 4 sur le grand oral.